À New York, au cœur de Manhattan, le musée d'histoire juive inaugure une grande exposition sur l'Holocauste. Elle présente des films réalisés en 1945 à la libération des camps de concentration. Le directeur du musée va rendre hommage à un mécène inattendu. Nous remercions ceux qui ont permis de réaliser cette exposition à New York. La Société nationale française des chemins de fer, merveilleusement représentée par Bernard Emsellem. Bernard Emsellem, l'un des directeurs généraux de la SNCF. Il a fait spécialement le déplacement de Paris pour l'événement. La SNCF a le droit aux honneurs, car c'est elle qui finance cette exposition. Pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est dans ces trains que des milliers de Juifs ont été déportés depuis la France. Aujourd'hui, la SNCF se penche sur ce passé douloureux en organisant des expositions comme celle-ci en France et à l'étranger. L'histoire de la SNCF, nous la regardons en face. C'est une histoire elle a eu lieu. On ne peut pas bargainer avec, on ne peut pas discuter avec. Elle est là. Si Bernard Emsellem est à New York aujourd'hui, c'est parce qu'en Amérique plus qu'ailleurs, la SNCF a besoin de s'expliquer sur son rôle dans l'Holocauste. Un sujet qui fait polémique aux États-Unis. La SNCF est attaquée par d'anciens déportés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise française a transporté des Juifs dans les camps de concentration. Ils travaillaient main dans la main avec les nazis. Aux États-Unis, depuis les années 2000, 600 anciens déportés cherchent à mettre en cause la SNCF devant la justice américaine. Il faut que justice soit faite. Ils ont fait quelque chose de mal, d'inhumain. Ils doivent être punis. Ils veulent faire condamner la SNCF pour crime contre l'humanité. Un dossier explosif pour Bernard Emsellem, le directeur général délégué de la SNCF. Notre sentiment, c'est qu'on a affaire à un dossier extrêmement sensible parce qu'on est devant le système judiciaire américain. Et donc, c'est quelque chose qui est, en termes de réputation, quelque chose qui n'est pas positif, qui est même dangereux. 600 survivants de la Shoah qui font trembler l'une des plus grandes entreprises au monde. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe l'armistice avec Adolf Hitler. Les Allemands occupent la moitié nord de la France. Le gouvernement français s'installe à Vichy, en zone libre, et entame une politique de collaboration avec les nazis. En zone nord, la SNCF, détenue à 51% par l'État français, a obligation de mettre ses trains à la disposition des Allemands. Dans les postes d'aiguillage, les employés allemands et leurs camarades français assurent en commun la bonne marche des trains. La direction de la SNCF reste en place, mais ses trains et son personnel servent en priorité l'occupant. En mars 1942, Hitler demande à Pétain de déporter les Juifs de France vers l'Allemagne et la Pologne. Ils sont raflés par la Gestapo et la police française. Il n'existe aucune image filmée des trains de déportés de la SNCF. Les seules archives existantes concernent ces convois de Juifs partis des Pays-Bas. En France, les historiens ont déterminé que la SNCF forme des trains pouvant transporter 1000 déportés chacun. Les gendarmes et les SS se chargent de l'embarquement. Les trains partent des gares du Bourget et de Bobigny, en région parisienne. Les conducteurs sont français jusqu'à la frontière avec l'Allemagne, où les nazis prennent le relais. Aucun cheminot français n'ira jusqu'au camp de concentration. De 1942 à 1945, 75 000 Juifs sont déportés vers les camps d'extermination. La SNCF
va être l'instrument de ces déportations. Seuls 2500 déportés en reviendront vivants. C'est le cas de Freddy Knoller. Ce juif américain de 91 ans fait partie des anciens déportés qui attaquent la SNCF. Il a été interné à Auschwitz de 1943 à 1945. C'est par là? D'accord. Depuis, Freddy raconte sa terrible histoire dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est dans cette école anglaise. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'accueillir Freddy Knoller. Bienvenue Freddy. Mon histoire est l'histoire des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme de nombreux juifs d'Europe centrale, Freddy s'est réfugié en France pour fuir le nazisme. Mais en novembre 1943, il est arrêté et déporté dans un convoi de la SNCF de Paris, à Auschwitz. Pendant 2 ans, il survit à l'enfer des camps. Mais un épisode reste à jamais gravé dans sa mémoire, la déportation en train. Ces 3 jours en train, je ne les oublierai jamais. Nous étions 100 par wagon. On ne nous a donné ni nourriture, ni boisson. Les cris des enfants, c'était terrible. Nous avions un seau en aluminium pour faire nos besoins devant tout le monde. C'était tellement dégradant. Je me souviens, une femme s'est mise à crier « Mon bébé est mort, il ne respire plus ». 4 personnes sont mortes dans le train avant l'arrivée à Auschwitz. C'est le souvenir le plus terrible de ma vie. Alors Freddy a décidé d'attaquer la SNCF en justice. Je pense qu'ils sont responsables de tout cela, car ce sont eux qui nous ont déportés à Auschwitz. Si nous cherchons à obtenir réparation, c'est non seulement pour la souffrance que nous avons endurée, mais aussi pour les conditions dans lesquelles nous avons été déportés. C'est pour que le monde entier réalise que la SNCF s'est comportée de façon inhumaine. En France, les tribunaux se sont toujours déclarés incompétents pour juger la SNCF. Alors les plaignants se sont tournés vers les États-Unis. Car dans ce pays, les particuliers du monde entier qui s'estiment victimes de crimes contre l'humanité peuvent en théorie porter plainte devant les tribunaux américains. New York. Voici l'avocate qui mène le combat contre la SNCF. Elle s'appelle Harriet Taman. Là, ce sont des dossiers des gens qui portent plainte contre la SNCF. Chacune de ces pages raconte l'histoire d'une famille. Chacune de ces pages raconte l'histoire de quelqu'un qui a été dans les convois ou dont un parent a été déporté. Harriet Taman veut faire condamner la SNCF pour crime contre l'humanité pour son rôle dans la Shoah. Cela fait 12 ans qu'elle travaille sur ce dossier. Elle a reçu des plaintes de familles vivant en Australie, en Israël et en France. Mais la majorité de ses clients sont américains. Aujourd'hui, elle en reçoit quelques-uns pour faire le point sur la procédure. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Tous ont un proche qui a été déporté par la SNCF vers les camps d'extermination. Merci d'être venu. C'est très important de témoigner. Car une des raisons pour lesquelles on porte plainte, c'est pour que vos histoires soient racontées. Parmi eux, il y a Mathilde. En 1943, son mari a été déporté par la SNCF. Elle ne le reverra jamais. Comme les autres plaignants, elle a mis 60 ans avant de porter plainte. Pour moi, c'était impossible pendant des années de me pencher sur cette histoire et d'en parler parce que c'était effrayant pour moi. Ce n'est que maintenant, à la fin de ma vie, que j'ai le courage d'en parler publiquement. Ils veulent que la SNCF soit reconnue coupable devant la justice, mais ils veulent aussi une réparation financière.
Il faut leur faire mal. La SNCF était complice. Personne ne peut le nier. Et parfois, il faut taper au portefeuille pour que les gens comprennent. Pour eux, la SNCF a été complice de l'Holocauste. Elle doit en assumer la responsabilité. En France, la plupart des historiens comme Henri Rousseau s'accordent à reconnaître que la SNCF ne s'est pas opposée à la collaboration avec les nazis. La plupart des fonctionnaires qui ont participé à ces réunions dites techniques sur l'organisation de convois de déportation l'ont fait sans aucun état d'âme. Ça, c'est une évidence. Moi, j'y vois l'application d'une gestion administrative complètement aveugle sur le plan humain, éthique et moral. Toute la société française fonctionne comme ça à l'époque. Oui, des Français ont participé à la solution finale et pas simplement au niveau du gouvernement, à tous les échelons de la société française. À l'époque, le président de la SNCF s'appelle Pierre-Eugène Fournier. Ni lui, ni les 33 membres du conseil d'administration ne s'opposeront à la déportation des Juifs. Pour autant, à la direction de la SNCF, on refuse les accusations de collaboration active. Pour Bernard Emsellem, en 1942, l'entreprise n'avait pas le choix. L'idée d'une collaboration active avec les nazis ne correspond pas à la réalité, à ce qui s'est passé pour nous pendant la guerre. La convention d'armistice nous plaçait sous la disposition pleine et entière, pour reprendre les termes de la convention, du chef allemand des transports. Il faut rajouter que nous étions sous une dimension de contrainte par rapport à Vichy, par rapport aux autorités françaises. Et donc la démarche qui consiste à dire que nous étions volontaires et actifs dans la collaboration ne correspond à rien. Bernard Emsellem est d'autant plus touché par ces attaques qu'il est personnellement concerné par cette histoire. Si vous me permettez, 2 de mes cousins sont morts à Auschwitz. Je comprends cette situation. Ça n'empêche pas que l'on puisse garder raison. Pour Bernard Emsellem, la SNCF n'était qu'un rouage de la machine nazie. Une position défendue par un fils de déporté non des moindres, Serge Klarsfeld, le célèbre chasseur de nazis. Il a notamment permis l'arrestation de Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon. Ces actions contre la SNCF aux États-Unis n'ont pas de sens pour Serge Klarsfeld. Le vrai coupable, selon lui, c'est la France de Vichy. Diluer les responsabilités, comme c'est le cas avec cette accusation contre la SNCF, revient à dire, voilà, les rouages sont responsables. Ce n'est pas les rouages qui sont responsables, ce sont ceux qui envoient les wagons. Mais ceux qui envoient les wagons, ce n'est pas les cheminots, c'est le chef de l'État, Pétain, c'est le Premier ministre, Laval, c'est le chef de la police. Bousquet, les préfets, sont les intendants de police. C'est détourner, les véritables coupables. C'est faire en sorte qu'ils soient banalisés. Tout le monde est coupable, et plus personne n'est coupable. Pour lui, la SNCF n'a fait qu'exécuter les ordres des nazis. Mais dans la collaboration de la SNCF avec les Allemands, il y a un épisode particulièrement embarrassant. Souvenez-vous, dans la convention d'armistice, il n'y a qu'en zone nord, la zone occupée, que la France devait mettre ses trains à la disposition des Allemands. Pourtant, de mars à novembre 1942, des trains SNCF basés dans le sud ont été utilisés pour transférer des milliers de Juifs vers le camp de Drancy, en zone occupée, avant leur déportation vers les camps d'extermination. Pour l'historien Georges Ribeil, la SNCF a été au-delà de ce que prévoyait la convention d'armistice. En clair, elle aurait fait du zèle. Les trains les plus sensibles pour moi, ils sont 18, ce sont les trains de la zone sud avant l'occupation allemande. Ils concernent 11 000 Juifs déportés, Juifs transférés. On peut dire que c'est un peu le point faible pour la SNCF, puisque sur ces 18 trains, elle aurait pu faire un acte de résistance ou de freinage administratif. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, un freinage administratif. La plupart de ces 11 000 Juifs seront déportés par la suite dans les camps de la mort, également par la SNCF. En France, ces ressentiments contre l'entreprise ne sont pas partagés par la majorité des anciens déportés. Drancy, l'ancien camp d'internement des Juifs, est devenu un HLM. Un wagon semblable à ceux qui étaient utilisés pour la déportation y est entreposé.
nous y rencontrons Francine Christophe. En juillet 1944, elle a 10 ans. Avec sa mère, elles sont déportées dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. Dans un wagon à bestiaux de la SNCF comme celui-ci. Le trajet dure 3 jours, dans des conditions atroces. Je dis toujours que les animaux vivent dans leur bouse, dans un wagon. Les déportés aussi. Mais pour elle, malgré la surveillance des nazis, les cheminots ont tout fait pour aider les déportés. Les cheminots faisaient ce qu'ils pouvaient. Alors, quand il y avait un train comme ça, c'était l'été, il y avait ces grandes manches à eau qui servaient à mettre de l'eau pour la locomotive dans les tenders. Et ils faisaient couler l'eau sur le toit et sur les parois du wagon pour le rendre un peu plus frais. C'était une idée qu'ils avaient eue qui était remarquable. Et alors, la condensation faisait que, de temps en temps, sous les clous, il y avait une goutte d'eau qui se formait. Puis quand on voyait cette goutte d'eau, on la léchait. C'était une goutte sur la langue. C'était de l'eau rouille, évidemment. C'était toujours ça. Alors pour elle, les attaques contre la SNCF aux États-Unis sont choquantes. Je trouve ça ridicule. Les gens qui font ça ont tort, c'est très moche. Ils font ça pourquoi, selon vous? Je sais pas, parce que ça peut... La gloire ou les millions, on ne sait jamais. Tout est toujours fait pour la gloire ou les millions. Les cheminots ont payé de leur vie. Il y a eu beaucoup de fusillés sur les cheminots. Moi, je ne pense qu'à une chose, ce sont tous ces hommes, tous ces résistants cheminots qui ont été merveilleux. On ne saura pas penser à autre chose. Après la guerre, c'est l'image d'une entreprise résistante que la SNCF a mise en avant. Au siège de l'entreprise, dans les couloirs, on en fait encore un culte aujourd'hui. Avec cette plaque commémorant la résistance des agents de la SNCF, ou sur ce monument en souvenir des 2000 résistants cheminots morts pendant l'occupation. Comme le rappelle Bernard Emselem, en 1951, l'entreprise a même reçu la Légion d'honneur pour ses actes de bravoure. Alors, il y a ici 2 médailles. La première, c'est la situation à l'ordre de l'armée, la Croix de guerre, et à gauche, la Légion d'honneur. Cette Légion d'honneur a été remise en mai 51 pour ce qui s'est passé pendant la guerre, et en particulier sur le fait d'avoir organisé la résistance et par ailleurs avoir désorganisé les troupes allemandes au moment du débarquement. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect contradictoire d'avoir la Légion d'honneur et d'avoir déporté 75 000 juifs? Je ne pense pas qu'il faille mettre dans des balances les pour et les contre, les positifs et les négatifs, les actions vertueuses et les actions terribles, etc. À New York, cette image d'entreprise résistante révulse Harriet Taman, l'avocate des déportés qui veulent faire condamner la SNCF. Après la guerre, la SNCF a créé un mythe pour dire « nous étions dans la résistance ». La réalité, c'est qu'elle n'était pas dans la résistance. Ce sont individuellement que des employés se sont révélés d'un courage incroyable. La SNCF n'était pas résistante. Elle tente de réécrire l'histoire pour se présenter comme une victime. Mais les vraies victimes, ce sont celles qui sont autour de cette table, pas la SNCF. Harriet Taman et les anciens déportés ont décidé d'attaquer la SNCF sur tous les fronts, et notamment sur le plan industriel. Aux États-Unis, la SNCF espère gagner de juteux contrats industriels. C'est le cas dans le Maryland, avec ce train, le Mark. Il relie Washington à Baltimore. L'État du Maryland a lancé un appel d'offres à 120 millions de dollars pour opérer la ligne. La SNCF veut décrocher le contrat via sa filiale américaine, Keolis America. Mais elle va se heurter à un homme. Pour le rencontrer, direction Baltimore, la grande ville du Maryland. Léo Brettolch a 91 ans. Lui aussi fait partie des rescapés de la Shoah qui se battent contre la SNCF.
Ça, c'est mon étoile. Elle m'a été donnée à Drancy. Le 6 novembre 1942, Léo est embarqué à la gare du Bourget dans un convoi de la SNCF vers Auschwitz. Transport alphabétique du convoi 42. Voilà mon nom, Léo Brettholtz, né le 6 mars 1921 à Vienne. Le convoi est arrivé à Auschwitz. Sur les 1000 déportés, seuls 5 survivront. Léo en fait partie, c'est un miraculé. Lui a réussi à s'enfuir du convoi avant l'arrivée à Auschwitz, en forçant les barreaux de l'unique fenêtre du wagon. Alors quand il apprend que la SNCF veut faire des affaires à quelques kilomètres de chez lui, Léo est révolté. Aujourd'hui, ils veulent faire des affaires ici, avec l'argent de nos impôts. Pour faire le train? Oui, exactement. Je pense que c'est injuste, qu'ils arrivent à ces arrangements après ce qu'ils ont fait. Alors, pas de business pour la SNCF aux États-Unis. Je ne sais pas si on va y arriver. On verra. Alors Léo Brettholtz fait tout pour que la SNCF ne remporte pas le contrat du train Washington-Baltimore. En 2011, il est reçu par le gouverneur du Maryland pour lui raconter son histoire. Quelques mois plus tard, Léo témoigne devant le Parlement du Maryland. J'étais dans ce train, et quoi qu'ils en disent, la SNCF savait ce qu'il faisait. Le témoignage de Léo bouleverse les parlementaires. Alors en mai 2011, il vote une loi très contraignante pour la SNCF. Voici la loi signée par le gouverneur. Selon cette loi, si la SNCF veut décrocher un contrat avec l'État du Maryland, elle doit faire la lumière sur son rôle dans l'Holocauste en rendant ses archives de la Seconde Guerre mondiale plus accessibles. Voici le député qui a fait voter la loi. Il s'appelle Samuel Rosenberg. Lui aussi a été bouleversé par l'histoire de Léo. Avec cette loi, il affirme mener un combat pour la vérité et l'histoire. Il y a un slogan qui dit « La vérité vous rendra libre ». Laissez l'histoire vous juger sur ce que vous avez fait, que vous soyez un individu ou une entreprise. Il est donc très important de rendre publiques ces archives. Après, chacun sera libre de dire s'il est prêt à faire du business avec cette entreprise au regard de son passé. Face à cette loi, la SNCF a plié. En France, ces archives étaient déjà consultables, mais elle a numérisé 1 million de documents pour les rendre accessibles aux Américains. À Paris, Bernard M. Selem reconnaît que cette loi les met sous pression. Bien qu'on trouvait ça exorbitant comme demande, nous avons finalement décidé d'y aller, d'accélérer la numérisation, parce qu'elle était déjà décidée en fait, la numérisation, mais de l'accélérer, de manière à ce qu'ils comprennent bien que nous n'avions rien à cacher et que nous acceptions que les archives soient disponibles, quel que soit le résultat de ce qu'on trouverait à l'intérieur. Et que de ne pas donner suite aurait été probablement pire dans les soupçons que de donner suite. Le Congrès du Maryland a nommé un historien et un archiviste pour vérifier que la SNCF joue bien le jeu de la transparence. Si c'est le cas, elle pourra participer à l'appel d'offres pour le train Baltimore-Washington. Dans cette affaire, la SNCF joue gros, car il n'y a pas qu'au Maryland où l'entreprise a des visées. L'État de Californie veut construire une ligne TGV entre San Francisco et San Diego. Un projet à 43 milliards de dollars, imaginé dans ces images virtuelles. La SNCF espère bien décrocher une partie de ce juteux contrat. On est dans une activité dans laquelle nous sommes leaders de la grande vitesse et nous avons envie de porter la grande vitesse dans les différents pays, en particulier aux États-Unis, évidemment, parce que c'est une vitrine. Et pouvoir être aux États-Unis, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Problème, en Californie aussi, des élus ont essayé de faire voter une loi contre la SNCF, sans y parvenir. Mais la pression est de plus en plus forte sur l'entreprise. Pour sauver son image et ses affaires aux États-Unis, la SNCF ne lésine pas sur les moyens. Elle dépense des centaines de milliers de dollars en lobbying
pour expliquer son rôle dans la Shoah. Elle finance des expositions comme celle de New York sur les camps de concentration, partout aux États-Unis. En novembre 2010, Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF, franchit un pas que l'entreprise n'avait jamais osé franchir. Dans cette lettre aux élus américains, il exprime des regrets sur le rôle de l'entreprise dans la Shoah. La SNCF reconnaît le chagrin des victimes, des survivants et de leurs familles qui ont souffert pendant la guerre par notre faute. 2 mois plus tard, en France, Guillaume Pepy s'excuse pour la première fois publiquement, mais en réaffirmant qu'elle n'était qu'un simple rouage. La SNCF, entreprise d'État, a été contrainte, réquisitionnée, un rouage dans la machine nazie d'extermination. Nous ne l'oublierons pas. Je veux dire aujourd'hui la profonde douleur et les regrets de la SNCF pour les conséquences des actes de la SNCF de l'époque. À New York, ces excuses ne suffisent pas pour Harriet Tubman. Elle est bien décidée à faire condamner la SNCF. Mais pour le moment, elle a un problème. La justice américaine refuse de juger la SNCF. Aux États-Unis, une loi accorde une immunité aux États souverains. C'est le cas pour la France. Par extension, la SNCF, entreprise publique, en bénéficie. Alors Harriet Tubman a décidé de faire changer cette loi. Pour le moment, aucune cour ne peut juger la SNCF. C'est inacceptable. Alors on travaille avec le Sénat et l'Assemblée pour que la SNCF puisse être traduite devant la justice. Désormais, c'est à Washington, au Congrès, que se joue l'avenir américain de la SNCF. Une 50aine de parlementaires ont été sensibles au combat de l'avocate. Ils ont établi un projet de loi qui enlèverait son immunité à la SNCF. Caroline Maloney est la députée démocrate de New York qui a rédigé la loi. Ces gens n'ont jamais obtenu justice. Alors j'ai pensé que c'était raisonnable de faire quelque chose pour que la justice américaine se penche sur cette histoire. Cette loi peut pousser la SNCF à faire face à ses responsabilités dans la Seconde Guerre mondiale. Si dans les prochains mois, une majorité de députés signe la loi, l'entreprise pourrait avoir à s'expliquer devant la justice américaine pour son rôle dans la Shoah. Un procès potentiellement ruineux sur le plan financier, mais aussi pour la réputation de la SNCF.